Joyeuse Halloween tout le monde! C'est la nuit la plus attendue de l'année pour les amoureux de l'horreur et des petites frayeurs, non? Bien qu'on s'en prive pas le reste de l'année, cette nuit a vraiment un charme particulier. C'est pour ça que j'ai choisi de vous raconter non pas une, non pas deux, mais 3 histoires réelles, étranges et vraiment flippantes. Ces histoires, comme je l'ai dit, sont toutes réelles et avérées, surtout pour la 2e et la 3e histoire. Sachant que la 3e histoire est une de mes propres expériences bizarres et creepy. Ce dernier épisode va être en format vidéo, donc pas d'histoire audio. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et maintenant, let's go pour le dernier épisode de All Hallows Eve. La première histoire est racontée par une personne qui aurait vécu un glitch qui lui a littéralement changé la vie. Quoi? Ah, vous avez remarqué le changement. J'ai voulu que ce dernier épisode soit sans arrière-plan, pas trop surfait, mais plus comme une soirée entre amis à Halloween, bien que vous le remarquez, la déco n'y est pas du tout. Mais bon, on s'en fout un peu. Puis, je voulais profiter aussi pour voir si vous préférez que ce soit comme ça, sans déco, sans rien, ou bien, genre, comme d'habitude. Ou bien, genre, comme d'habitude, la petite tête flottante. La petite tête flottante, puis l'arrière-plan. Donc, dites-le moi dans les commentaires. Puis maintenant, revenons à notre histoire. Donc, cet homme raconte qu'un jour, alors qu'il était chez lui, il a ressenti un besoin soudain et urgent d'aller dehors et se tenir sur sa pelouse. Il a affirmé que c'était le sentiment le plus fort et le plus clair qu'il ait jamais ressenti de sa vie. Ce faisant, il a éprouvé une sorte de désordre. Il décrit ça comme s'il ressentait que toute sa vie était détruite pour un moment. Et il ressentait un sentiment de détachement de son environnement, comme si il était extérieur à sa vie et à tout ce qui l'entourait. Quand ce moment bizarre est passé, il est retourné à l'intérieur de sa maison. Et c'est à partir de là que tout devient étrange. La première chose qu'il a remarqué ce soir-là, en rentrant chez lui, était sa voiture garée dans la rue. Et c'était le même modèle de voiture, le même numéro de plaque qu'il connaissait, mais sa couleur était différente. Cette constatation a bien sûr déstabilisé l'homme, mais ce n'était pas tout, car lorsque sa femme est sortie pour vérifier s'il allait bien, il s'est rendu compte qu'elle était en apparence sa femme, mais en quelque sorte pas sa femme. Il explique qu'à partir de ce moment-là, elle avait changé. Elle aimait des aliments qu'elle avait prétendu détester auparavant, et elle évoquait parfois des souvenirs avec lesquels il disait qu'il n'avait aucun rapport et qu'il n'en avait même aucun souvenir lui-même. Ensuite, des choses comme son trajet vers le travail étaient toujours les mêmes, mais en quelque sorte différentes. Il y avait des bâtiments qu'il n'avait jamais vus au cours des 6 années où il avait fait ce trajet 5 fois par semaine. Il pensait que c'était soit ça, qu'il n'avait jamais remarqué ces bâtiments, soit ces bâtiments sont juste apparus de nulle part, comme ça, pouf, du jour au lendemain. Il a même dit que certaines personnes dont il se souvenait et qui travaillaient dans d'autres départements que lui avaient juste disparu. Et que lorsqu'il avait posé des questions à leur sujet, tout le monde était étonné et personne ne s'en rappelait. Comme si ces gens-là n'avaient jamais existé. L'homme dont je vous raconte l'histoire est décrit comme une personne en parfaite santé. Il ne prend aucune drogue et ne souffre d'aucun trouble mental. Mais il affirme bien que sa vie a complètement basculé
le jour où il est sorti prendre l'air sur sa pelouse. Il a conclu en disant qu'actuellement, il vit sa vie avec le sentiment qu'environ 15% de celle-ci a radicalement changé définitivement en un clin d'œil. Bon, les histoires de fantômes, je peux comprendre, mais que ta vie change en une fraction de seconde comme ça, que tu te sentes soudainement étranger à ta propre vie, je trouve ça assez flippant, surtout que ce n'est pas une histoire isolée et qu'il y a beaucoup d'autres témoignages de ce genre, ou au moins un qui y ressemble fortement. Celui de la jeune fille là qui avait posté justement sur un forum en disant qu'elle s'est réveillée un matin avec une vie différente qu'elle ne reconnaissait plus. Bref, j'espère que le début est prometteur parce que la suite n'est pas moins flippante. Et la prochaine histoire a justement été racontée par l'acteur Daniel Stern. Si vous ne reconnaissez pas le nom, pensez au voleur dans Maman j'ai raté l'avion. Vous allez trouver le visage. Donc, Daniel Stern nous dit qu'il n'était pas le genre de personne qui croyait au surnaturel, mais l'événement qu'il a vécu n'avait aucune logique, à un point tel que maintenant, quand il entend les histoires des autres, il leur donne beaucoup plus de crédit et de véracité qu'avant. Daniel raconte qu'en 1980, il s'est marié avec Laure Matos et que pour leur lune de miel, sa femme et lui sont partis en Angleterre. Ils ont passé la première moitié de leur voyage à Londres et pendant leur seconde moitié, ils ont loué une petite voiture et ils ont traversé la campagne anglaise. Ils ont passé quelques jours sur la route dans une petite voiture anglaise typique et ils ont vu beaucoup d'églises sur leur chemin. Ils disaient que ça semblait être le bâtiment prédominant de l'Angleterre. À la dernière étape de leur road trip, ils ont visité une partie de l'Angleterre appelée les Landes. Lui, tout ce qu'il savait des Landes, c'est ce qu'il avait vu dans les films de Sherlock Holmes. Mais il voulait absolument y aller parce que ça lui a toujours semblé être un lieu mystérieux et magnifique. Il raconte qu'avec Laure, ils étaient en route pour un bed and breakfast que Laure a réservé dans une petite ville appelée Tavistock. Alors qu'ils traversaient les Landes, il y a eu un brouillard impressionnant, selon ses mots. Et ils disaient tous les deux « Mon Dieu, c'est vraiment magnifique ». Daniel raconte qu'ils étaient au milieu des Landes quand ils sont tombés sur une petite ville appelée Whitecamp. La ville était un peu isolée, il n'y avait rien d'autre sur une vingtaine de kilomètres à la ronde. Sa femme avait la carte en main et lui a dit que selon la carte, il y a une petite église un peu devant, en proposant d'aller y jeter un coup d'œil du coup. Comme ils étaient larges dans le temps, ils se sont arrêtés à Whitecamp, comme des touristes normaux qui veulent visiter de nouveaux trucs. Et Daniel a décrit la petite ville comme une belle petite ville avec un petit pub et une place publique. Il y avait une église qui était la pièce maîtresse de la place de la ville, alors ils se sont garés à cet endroit. Alors qu'ils sortaient tous les deux de leur voiture, ils étaient obnubilés par le charme de la campagne anglaise et voulaient avoir une autre découverte aussi époustouflante que celle qu'ils avaient faite jusque-là au cours de leur voyage. Mais Daniel nous dit que cette petite ville avait une atmosphère différente des autres charmantes petites villes anglaises dans lesquelles ils s'étaient arrêtés auparavant. Il raconte qu'alors qu'ils marchaient dans la ville, ils avaient tous les deux eu une sensation vraiment étrange, déstabilisante et une sorte de froid. Ils se demandaient mutuellement si quelque chose leur semblait étrange, s'ils avaient justement ce même sentiment. Dans la rue, il y avait 30 ou 40 personnes. Elles marchaient toutes à un rythme lent et délibéré. Ils se rappellent que la chose la plus notable à leur sujet était qu'aucune d'entre elles ne parlait et qu'il y avait un étrange manque de contact visuel. Selon lui, le comportement ressemblait à celui des figurants dans le film La Nuit des Morts Vivants. Mais bon, je ris, mais ça a l'air super flippant. Tu t'imagines, tu te trouves dans une ville de quasiment des morts vivants, quoi. Puis, à mesure que Daniel et sa femme Laure prenaient conscience de leur environnement, ils ont remarqué que tout le monde était vêtu de noir. Il n'y avait absolument aucune autre couleur dans les vêtements de ceux qui se promenaient dans la rue. Et encore une fois, aucune parole. La ville était silencieuse.
Daniel et Laure pouvaient voir les visages des promeneurs, mais tous regardaient droit devant eux, sans aucune expression. À ce stade, Daniel raconte qu'avec sa femme, ils ont décidé de foutre le camp de cet endroit, et on les comprend parfaitement. Mais, petit couac, ils ne savaient pas comment reprendre la route vers Tavistock. Ils étaient devant l'église de Whitecamp et ils se sont approchés d'une femme qui se tenait pas très loin d'eux. Elle était vêtue de noir avec un voile sur la tête. Ils lui ont demandé « Connaissez-vous le chemin vers Tavistock ?» Là, elle s'est retournée vers eux, a levé son voile et Daniel assure que c'était un moment sorti d'un film d'horreur. Il dit que ses yeux étaient la partie la plus effrayante et la plus horrible. Ses yeux n'avaient aucune couleur. Ils étaient d'un blanc laiteux. Puis, elle a commencé à leur parler en une langue différente et étrange. Daniel affirme qu'elle avait réellement l'air possédée et semblait être possédée. Elle leur a foutu la trouille à un point tel qu'ils n'écoutaient plus ce qu'elle disait et n'essayaient même plus de comprendre. Il dit qu'ils avaient été assez polis ou peut-être assez effrayés pour la laisser finir ce qu'elle avait à dire. Puis, ils se sont dirigés au pas de course vers leur voiture. Il se rappelle que Laure était abasourdie et terrifiée, alors que lui pensait juste à quitter les Landes et atteindre Tavistock le plus rapidement possible. Le pire, c'est qu'à peine sortis de cette ville, à environ 800 mètres de celle-ci, un des pneus de leur voiture a juste pété. Ils ont évité de justesse que la voiture ne parte en tonneau et la chose logique à faire en ce moment-là aurait été de repartir vers Whitecamp pour faire réparer le pneu. Ils racontent que c'était horrible pour eux. Ils étaient morts de trouille, coincés au milieu de nulle part dans les Landes anglaises brumeuses, avec une ville fantôme juste derrière eux. Tavistock était à une vingtaine de kilomètres plus loin. Daniel a regardé derrière lui vers la ville de Whitecamp et son église qui se tenait au loin et il a demandé à sa femme son avis. Il lui a demandé s'il devait y retourner pour les pneus. Mais Laure a répondu d'une manière catégorique qu'il ne fallait pas y retourner, qu'il ne fallait pas s'arrêter. Elle lui a dit mot à mot, nous ne sortons pas de la voiture avant d'arriver au bed and breakfast. Daniel dit qu'il a conduit avec un pneu crevé, donc il a roulé sur la jante pendant 20 km. Il raconte que lorsqu'ils sont arrivés au bed and breakfast, ils tremblaient littéralement de terreur. Dès qu'ils se sont enregistrés, ils ont commencé à raconter leur histoire horrible aux tenants du B&B. Et ces personnes leur ont dit qu'ils n'auraient jamais dû aller à Whitecamp. Ils leur ont dit que cette ville était hantée. Et mot pour mot, ils disaient « n'y allez pas, personne n'y va, il y a beaucoup de morts qui s'y promènent ». Les propriétaires du bed and breakfast leur ont raconté un incident qui s'est produit à Whitecamp dans les années 1600. C'était un dimanche et l'église était remplie de gens. Tout d'un coup, il y a eu un fort éclair et un tonnerre incroyable. Le clocher de l'église s'est effondré et est tombé dans l'église. Puis, le bâtiment lui-même est tombé. C'était une démolition instantanée. Évidemment, pour cette petite ville, cet événement était gigantesque et leurs répercussions n'ont pas été absorbées par la ville. Ces gens qui se promenaient étaient les esprits des morts ce jour-là. Ils sont dans leur propre purgatoire. Ils ne peuvent pas partir et ne peuvent pas rester. Ils doivent revivre cette tragédie encore et encore. Daniel raconte qu'il a vécu cette expérience il y a déjà plus de 30 ans, mais qu'autant lui que sa femme s'en souviennent comme si ça venait de se produire. Eh ben dis donc, je pense que j'ai trouvé un endroit que le grand JD serait intéressé à visiter du coup. Mais honnêtement, je trouve ça assez flippant de se trouver en plein milieu de nulle part dans une réelle ville fantôme. Et je suis vraiment, mais vraiment curieuse de voir vos avis sur cette histoire. Mais maintenant, place à mon histoire. Déjà en partant, je veux dire que ce n'est pas une histoire paranormale, mais que c'est une histoire qui n'a rien de normal non plus, et qui a vraiment été malaisante et flippante.
Ça s'est passé quand j'avais aux alentours de 15-16 ans. Pour vous mettre dans le contexte, à l'époque, nous habitions un peu dans la campagne, mais pas loin de la ville. Un genre de campagne urbaine, quoi. Notre maison était en plein milieu d'une petite forêt, mais il y avait des routes qui menaient à la civilisation. Un peu à la manière d'un chalet, quoi. La route fréquentée la plus proche était à 2 km de chez nous, et l'autre route, qui était vraiment isolée et beaucoup moins fréquentée de nuit, était à environ 1 km, 1 km et demi de chez nous. Le chemin menant vers cette deuxième route était infesté, mais littéralement infesté de chiens errants. Il y avait au moins une meute d'une vingtaine de chiens, sans exagération. Je me rappelle que j'évitais souvent de marcher le long de ce chemin pour rentrer, et quand ça m'arrivait, je m'enfonçais dans la forêt en bordure du chemin et je courais pour éviter de me trouver sur le territoire des chiens. Maintenant que le décor est planté, vous avez bien compris que nous habitions à l'époque dans un endroit très isolé et pas facile d'accès, ni hospitalier pour les marcheurs, surtout ceux qui ne connaissent pas l'endroit. Bref, donc c'était un soir de juillet, je pense. Généralement, nous passions nos soirées dans le jardin et en fin de soirée, nous ramassions tout et nous rentrions. Nous avions 2 chiens que nous laissions libres dans le jardin. Il était 2 ou 3 heures du matin cette nuit-là et nous nous apprêtions à dormir quand nous avons entendu nos chiens s'exciter et aboyer avec cet aboiement rauque et grave qui voulait dire juste menace en vue. Puis la porte en fer forgé de notre jardin a fait un grincement en s'ouvrant et en se refermant, et les chiens se sont excités encore plus. Dans la maison, il n'y avait que mon père, ma mère et moi. Et à ce stade, on était vraiment perplexes. Et mon père a pris une décision, je pense, logique, c'était de sortir et voir ce qui se passe. Moi, j'étais juste derrière lui avec ma mère. Là, en sortant, mais honnêtement, on a vu le truc le plus improbable et le plus flippant qu'on puisse voir. Une vieille femme d'environ 70 ans, complètement fripée et habillée d'une manière qui rappelait les sorcières. Elle était trapue, son regard était noir et malicieux et elle avait ce rictus bizarre. Bref, un vrai personnage de film d'horreur, quoi. Cette femme marchait dans l'allée, droit vers notre porte d'entrée. Faut dire que notre allée n'était pas grande, peut-être 5 à 6 mètres entre la porte du jardin et la porte de la maison. Et encore, je suis large. Je suis sûre que la distance est encore moins importante, quoi. Cette femme s'est arrêtée net quand elle nous a vus. Et là, mon père lui a demandé ce qu'elle cherchait à cette heure de la nuit. La dame nous raconte qu'elle vient de quitter la maison de sa fille après avoir passé la soirée chez elle, et que cette dite maison se trouverait sur la route isolée, celle que je vous ai dit qui était à 1 km et demi de chez nous. Et justement, qu'elle voulait savoir d'où est-ce qu'elle pourrait prendre un taxi. Donc elle voulait rejoindre l'autre route qui était à 2 km de chez nous. Pour vous dire, personne, mais personne d'entre nous n'était serein. Déjà, qui laisserait sa mère sortir à cette heure de la nuit, toute seule, pour rentrer chez elle et sans voiture? Puis, qu'est-ce qu'elle foutait là? Et surtout, comment est-ce qu'elle a fait pour ne pas se faire bouffer par la meute de chiens, sachant qu'à chaque fois que je l'ai croisée, j'avais la technique que je vous ai dit, mais que je courais jusqu'à être hors d'haleine. Mais cette femme ne pouvait clairement pas courir, d'accord? Bref, je lui ai indiqué le chemin à suivre, mais cette femme n'arrêtait pas de s'avancer dans notre direction. Comme si elle voulait nous toucher ou rentrer carrément chez nous. Mais heureusement, mon père l'a arrêtée. Ensuite, elle nous a demandé s'il était possible de l'emmener sur cette route plus fréquentée où elle pourrait prendre un taxi. Mais, sachant l'heure qu'il était, les taxis se faisaient beaucoup plus rares. Et nous ne sentions pas du tout à l'aise de l'accompagner. Elle avait cette allure vraiment flippante et elle agissait vraiment bizarrement. Comme si elle cachait quelque chose. Elle avait ce je ne sais quoi, ce petit truc de sorcière de film d'horreur, je vous jure, c'est vraiment insane comme truc, quoi. Bref, après environ 15 minutes, où nous lui expliquions encore une fois le chemin à prendre, elle est repartie. Puis, nous étions rentrés à l'intérieur. Quand elle est revenue,
et nous a dit si nous étions sûrs de ne pas pouvoir la raccompagner. Et elle était vraiment insistante dessus. Mais nous étions vraiment positifs et nous avons tenu bon en lui disant que malheureusement, non, on ne pouvait pas la raccompagner. Heureusement, notre voiture était dans le garage et elle ne semblait pas l'avoir remarqué. Puis, elle est finalement repartie pour de bon. Pour vous décrire l'ampleur de la bizarrerie, mes chiens étaient terrifiés. Et ma mère avait vraiment eu du mal à dormir ce soir-là. La femme l'avait vraiment mise mal à l'aise. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais peut-être qu'elle avait vraiment besoin d'aide, honnêtement, je pense pas. C'est-à-dire, on te plante le décor, cette femme n'aurait jamais pu arriver toute seule jusqu'à chez nous. Jamais. Non, bah, bref, je vous ai dit que je ne pensais pas que c'était une histoire paranormale, mais que c'était définitivement une histoire bizarre et flippante. De 1, il était impossible que cette femme ait réellement pu venir à pied, toute seule, jusqu'à chez nous. De 2, son histoire ne tient pas du tout debout. La seule chose qui me soit venue à l'esprit est qu'elle fasse peut-être partie d'un gang qui veulent voler les voitures ou les maisons, peut-être isoler l'un d'entre nous qui se serait pris de pitié pour elle et parti pour la raccompagner, et justement en profiter pour le voler ou pire encore, je sais pas. Mais bon, ça reste quand même un événement qui me fait encore flipper quand j'y pense, car ce qui est sûr, c'est que cette femme n'était pas du tout honnête. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des théories ou des explications de votre côté. Quant à moi, je vous souhaite encore une fois un joyeux Halloween. Amusez-vous bien, mais soyez responsables. Et à mercredi pour un Fred horrifique.